Bonjour Anthony Blinken. Bonjour. Monsieur le secrétaire d'État, merci d'accorder un peu de votre temps que je sais très précieux pour Télématin et pour les téléspectateurs de France 2. Merci aussi de bien vouloir faire cette interview en français, qui est une langue que vous maîtrisez parfaitement et vous avez vécu de nombreuses années d'ailleurs à Paris. Emmanuel Macron est en visite d'État ici aux États-Unis, une visite d'État chaleureuse. Pourtant, si on regarde dans le rétroviseur, ces 20 dernières années, les relations entre nos deux pays n'ont pas toujours été très simples. Il y a eu des désaccords sur l'Irak, il y a eu des désaccords sur la Syrie, sur l'urgence climatique du temps de Donald Trump, sur les contrats de sous-marins australiens que vous nous avez un peu chippés l'an dernier, il faut bien le dire. Comment aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État, vous qualifieriez les relations entre nos deux pays ? Très franchement, excellente. Et c'est surtout parce qu'on ne regarde pas dans le rétroviseur. On regarde droit en avant et nous constatons tous les deux que nous avons un intérêt profond à faire ce qu'on a fait depuis des années, c'est-à-dire travailler ensemble sur les dossiers qui ont un impact sur la vie de nos citoyens. Ni la France, ni les États-Unis ont la capacité, elles seules, d'agir avec efficacité sur ces dossiers, que ce soit le climat, que ce soit la santé mondiale, que ce soit toutes les nouvelles technologies, les investissements nécessaires dans l'infrastructure. À tous ces niveaux, nous avons tous les deux la nécessité de faire un travail en commun. Il y a quand même un petit sujet qui fâche sur l'économie en ce moment. Oui. On dit que vous êtes très protectionniste. Emmanuel Macron a dit que c'est un choix qui risque de fragmenter l'Occident. Il y a moyen de négocier là-dessus ou pas, sur cet acte sur l'inflation ? Il y a eu une très bonne conversation entre les deux présidents aujourd'hui sur ce dossier. Nous avons les mêmes buts. Nous voulons tous les deux faire face aux défis du climat. Pour cela, entre autres, il faut investir dans les nouvelles technologies et dans l'énergie qui est favorable à gérer ce défi. Oui. Nous voulons le faire de façon à ce que ça crée des emplois. Mais sauf que vous avez envie de créer des emplois aux États-Unis et attirer tout le monde aux États-Unis. Et justement, nous sommes d'accord sur l'idée qu'il faut le faire en faisant en sorte que, oui, des emplois ici, mais des emplois en Europe. Des emplois ici, mais pas aux dépens de ce qui se passe en Europe. Et justement, les deux présidents se sont mis d'accord pour qu'on fasse un travail avec l'Union européenne pour bien synchroniser nos approches. Nos deux pays, la France et les États-Unis, sont très impliqués dans la guerre en Ukraine face à l'agression russe. Vous avez encore annoncé cette semaine une aide américaine de 400 millions de dollars aux Ukrainiens. Ça fait plus de 9 mois maintenant que cette guerre a commencé. Est-ce que vous en voyez l'issue, Anthony Blinken ? Je voudrais bien, mais ça dépend entièrement des décisions prises à Moscou par le président Poutine. Cette guerre pourrait s'arrêter demain si Poutine arrête. Dans un sens, c'est très simple, qu'il arrête ce qu'il a commencé. Mais faute à ça, ce qu'il faut, et les deux présidents sont entièrement d'accord, c'est de continuer notre soutien pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien, à la fois au niveau de la sécurité économique et humanitaire. Évidemment, en ce moment, qu'est-ce que fait Poutine ? Même en déclarant parfois qu'il est prêt à la diplomatie, il attaque l'infrastructure civile en Ukraine. La guerre du froid. Il joue la carte du froid et il utilise l'hiver comme armement. Pour autant, Anthony Blinken, est-ce que vous considérez qu'il est temps que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se parlent ? Est-ce que ce temps-là est venu ? Est-ce que le temps du dialogue et de la conversation directe est venu, selon vous ? Si on voyait de la part de Poutine un sérieux pour la diplomatie, pour le dialogue, oui, le problème, c'est qu'il fait tout le contraire. Il insiste maintenant pour pousser les choses. Donc le dialogue est impossible aujourd'hui ? S'il y a un sérieux du côté russe, le dialogue est toujours possible, on est toujours ouvert à ça. Zelensky, le président Zelensky, a dit clairement qu'en fin de partie, il va falloir une négociation, une diplomatie. Nous pensons exactement la même chose. D'ailleurs, le président Zelensky a avancé un plan pour justement mener à une fin de guerre. Pour l'instant, Poutine n'est pas de la partie, ça dépend de lui. Vous avez encore des contacts ? Vous avez des contacts, vous, avec la Russie, avec les Russes, qui ne sont pas forcément officiels, mais ça se parle encore ? Oui, nous avons des contacts, surtout si il y a des moments importants où il faut qu'on se parle. Par exemple, on a eu un contact avec la Russie parce qu'une crainte qu'ils utilisent éventuellement une arme nucléaire, ce qui serait catastrophique pour... C'est une vraie crainte pour vous aujourd'hui, ça ? C'est une crainte, je dirais pas, on n'a pas vu un mouvement spécifique là-dessus, mais c'est quand même une crainte dans une urgence pour eux, justement. Vous ne l'excluez pas, en tout cas. On ne l'exclut pas, mais surtout, c'est non seulement nous. Vous avez même Xi Jinping, en Chine, président chinois, qui a fait des déclarations là-dessus, d'autres leaders qui ont dit très clairement à Poutine, n'allez pas là. Vous redoutez que tout cela débouche sur un troisième conflit mondial, ou on joue à se faire peur ? Non. Pour le président Biden, c'est essentiel qu'on évite d'élargir le conflit.
Au contraire, on veut en conclure. Mais surtout ne pas l'élargir. On ne veut pas de guerre avec la Russie. On ne veut surtout pas de troisième guerre mondiale. Ce n'est pas du tout ce que nous recherchons. Par contre, ce qu'il faut, c'est, pour qu'il y ait une paix, il faut que ce soit non seulement sur le papier la paix, mais il faut que ce soit juste, et donc avec les principes du charte de l'ONU, et il faut que ce soit durable. Parce que, dans un sens, pas la peine de faire une fausse paix qui sera rejetée très rapidement, et la Russie repart en guerre. Ce qu'il faut éviter, par exemple, c'est l'idée qu'on gèle les choses en place. La Russie, dans ce contexte, ne va jamais négocier les territoires qu'ils ont pris par la force. C'est quoi on doit revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant le 24 février ou même la Crimée? C'est la décision de l'Ukraine. Nous ne faisons pas de décision pour l'Ukraine. Nous allons soutenir les décisions de l'Ukraine. Imaginons, Antony Blinken, que cette guerre s'arrête enfin demain. Est-ce que Vladimir Poutine redeviendrait mécaniquement, automatiquement un interlocuteur pour les États-Unis? Vraiment, je ne peux pas partir sur des hypothèses. Ce qu'il a fait est très très difficile à digérer pour tout le monde. Le plus important maintenant, c'est de mettre fin à cette guerre, mais de façon juste et durable. Après, nous verrons. Est-ce que vous craignez que l'après-Poutine soit encore pire que Poutine? Je pense notamment à Evgeny Prigojine, le redoutable fondateur de la milice Wagner. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas les personnalités, c'est la politique que suivra la Russie. Donc, à voir. Vous savez, et le président Biden l'a dit tout à l'heure, le président Poutine a très mal calculé en ce qui concerne l'Ukraine. Tout ce qu'il a essayé d'éviter, il a précipité. L'Ouest, nous ne sommes pas divisés, au contraire, nous sommes solidaires et unifiés. L'Ukraine est plus solidaire que jamais. Ce que nous voyons en Russie est catastrophique pour la Russie. Il y a plus d'1 million de Russes qui sont partis. Ce qui est peut-être bon pour Poutine, parce que c'est justement les gens qui seraient peut-être opposés à lui, mais catastrophique pour la Russie et pour son avenir. Ça remue aussi en Chine avec des manifestations en réaction à la politique autoritaire de Xi Jinping sous couvert de lutte contre le Covid. Est-ce que ça vous réjouit au nom des valeurs de la démocratie ou est-ce que ça vous inquiète ce qui se passe en Chine? Vous savez, le fait que les gens manifestent, qu'ils essayent d'exprimer leur frustration, évidemment, nous soutenons ça, que ce soit en Chine, que ce soit en Iran, que ce soit où vous voulez. Donc vous soutenez les manifestants? Nous soutenons leur liberté de s'exprimer et de montrer leur frustration. En même temps, qu'il y ait une crise, un problème avec le Covid en Chine, on ne se réjouit pas du tout. Au contraire, pour nous, ça serait une très bonne chose que la Chine trouve le moyen de gérer ce problème, à la fois pour le peuple chinois, mais également pour tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que ces mouvements d'humeur, ces manifestations auxquelles on n'est pas habitué, encore une fois en Chine, peuvent faire vaciller le régime? Vraiment, je ne peux pas faire de pronostic. Est-ce que vous le souhaitez? Pour nous, ce que nous souhaitons, c'est quels sont les désirs du peuple chinois. Et est-ce qu'ils ont la capacité d'exprimer leurs désirs? Est-ce que le système politique a la capacité de réagir pour faire suite aux désirs du peuple chinois? Vous pourriez soutenir les désirs du peuple chinois? Évidemment. Mais ce qu'il faut voir, c'est quel est le chemin que prendra la Chine face au défi Covid. Et nous voulons que la Chine ait un succès, parce que c'est non seulement mauvais pour le peuple chinois, mais c'est mauvais pour tout le monde. L'économie mondiale, il y a des conséquences pour l'économie mondiale quand la Chine se referme. Vous avez un voyage qui est prévu là-bas au mois de janvier, dans un mois. Il est maintenu, ce voyage, aujourd'hui? Nous allons en Chine, oui, en début d'année, que ce soit janvier ou février, on n'est pas encore sûr. Mais c'est suite à la conversation qu'a eue le président Biden avec le président Xi Jinping au G20 il y a quelques semaines. Bon, et puis il y a l'Iran qui se révolte aussi depuis la mort en septembre de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs et qui a finalement été tuée. Les hommes commencent à se joindre à des mouvements de protestation là-bas. Et puis il y a eu cette image que vous avez forcément vue de l'équipe de foot d'Iran qui a refusé de chanter l'hymne iranien lors du premier match en soutien aux manifestants. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image, Antony Biden? Pardon, Antony Blinken. Je suis inspiré surtout par le fait que nous voyons effectivement depuis la mort de Mahsa Amini cette extraordinaire manifestation justement de la volonté du peuple iranien de s'exprimer, menée par les femmes, menée par les jeunes. Cela aussi, c'est quelque chose que nous soutenons. Mais il faut être très clair là-dessus. Le sujet, ce n'est pas nous,
les États-Unis, c'est pas l'Ouest, c'est pas la France. Le sujet, c'est le peuple iranien et c'est leur désir eux aussi de pouvoir s'exprimer librement. Et là, c'est quelque chose que nous soutenons. Par ailleurs, nous essayons de... Est-ce que vous diriez, pardon, que l'Iran, le régime iranien, est une menace pour le monde et pour l'équilibre du monde aujourd'hui? Ce que nous voyons à la fois dans la région même, et puis même au-delà, parce que nous voyons par exemple l'approvisionnement d'armement à la Russie pour l'agression en Ukraine. L'Iran soutient la Russie. Non seulement soutient, mais soutient avec des drones qui sont en train maintenant, actuellement, de tuer les civils ukrainiens et d'essayer de détruire leur infrastructure. Donc c'est une menace dans ce sens, c'est une menace dans la région, soutenant des groupes terroristes, soutenant des groupes qui déstabilisent des pays. Donc je crois que là aussi, la France et les États-Unis sont tout à fait d'accord sur la nécessité de faire face à ce défi. Mais évidemment... Il pourrait y avoir une réponse commune un jour ? Il y a déjà des réponses communes. Nous avons travaillé ensemble, nous le faisons toujours, sur le dossier nucléaire, où nous sommes en accord total. Une réponse militaire ? Et nous travaillons aussi sur comment faire face, justement, aux défis de sécurité que pose l'Iran. Tous ces gens, ces populations, les Iraniens, les Chinois, on pourrait rajouter ceux qui se battent pour la défense des droits de l'homme au Qatar, ils ont souvent besoin des réseaux sociaux pour s'exprimer. Est-ce que le Twitter d'Elon Musk vous convient ? Il faut voir ce qui se passe dans les faits. Là encore, une fois, ce n'est pas une question de personnalité, mais... on commence à le voir, ce qui se passe dans les faits. On verra dans les semaines et les mois à venir. C'est une plateforme évidemment très, très important à travers le monde. Nous espérons évidemment que ce plateforme soit un espace où les gens, là aussi, peuvent s'exprimer, mais pas avec la fausse information et la désinformation. Il devra appliquer les règles européennes sur la modération des contenus, sinon Twitter pourrait même être interdit en Europe. C'est ce qu'a dit la Commission européenne aujourd'hui. Vous êtes sur cette même ligne ? Écoutez, pour nous, c'est important de faire le maximum pour maintenir la libre échange d'expression et d'informations. Premier amendement. C'est le premier amendement, donc nous prenons ça très au sérieux. Ouais. Mais il faut faire face également à ce problème que nous avons tous les deux, à comment gérer des espaces où la fausse information gagne la partie. Vous avez deux comptes Twitter, votre compte de secrétaire d'État et votre compte personnel. Vous allez payer les 8 € d'abonnement, vous ou pas ? Je vais demander à mon équipe s'ils ont payé avec le département d'État. À voir. On va voir comment ça se... C'est pas sûr encore. C'est pas encore acquis. On va rester aux États-Unis. Je voudrais savoir comment va vraiment votre président, Joe Biden, parce que certains s'inquiètent de le voir fatigué, parfois un peu absent, un peu déconnecté. Il y a un sujet d'inquiétude ou pas là ? Moi, j'ai beaucoup de mal à le suivre parce qu'il est toujours 10 pas devant moi. Ouais. À la fois carrément au niveau physique, mais aussi au niveau des idées. C'est quelqu'un qui a non seulement énormément d'énergie physique, mais aussi énormément d'énergie intellectuelle. Donc vous n'êtes pas inquiet ? Du tout, au contraire. Mon seule inquiétude, c'est pouvoir moi-même le suivre. Alors justement, parlons de vous. Vous avez 60 ans, vous êtes jeune, ça fait plus de 20 ans que vous occupez tous les postes les plus stratégiques aux États-Unis. Est-ce qu'en vous rasant le matin, vous avez la référence, j'imagine, en vous rasant le matin, il vous arrive de penser à la présidence des États-Unis ? Du tout. Jamais ? Non. Vous savez, j'ai une chance inouïe de pouvoir faire ce travail. Ouais. J'ai passé presque 30 ans, justement, dans la politique étrangère. Donc, pouvoir avoir l'opportunité pour quelques années de faire ce travail, et surtout ici au département d'État, où j'ai commencé il y a presque 30 ans, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aurais pu vouloir. On arrive à la fin de cet entretien, Tony Blinken. Vu d'Europe, on a parfois l'impression qu'on est à la fin d'un monde, avec les guerres dont on a parlé, avec l'alerte environnementale qui semble de plus en plus irréversible, avec le recul des droits fondamentaux qui vous concerne aussi, vous, avec le recul du droit à l'IVG. Comment vous réussissez à rester optimiste ? Comment vous réussissez à garder la foi ? C'est vrai que c'est une période, un point d'inflexion, où le monde que nous avons connu, le monde de l'après-guerre froide, c'est fini. Et il y a une compétition pour définir qui va suivre et qu'est-ce qui va suivre. Vous êtes inquiet pour vos enfants ? Ce qui me donne l'espoir, je vais vous dire, c'est justement ce qui s'est passé aujourd'hui avec la France, avec nos alliés. Parce que le défi pour le président Biden, c'était de renouer nos alliances, de donner de l'énergie à nos partenariats, justement parce qu'on est convaincu
que sur tous ces dossiers importants, on a besoin d'un travail en commun, on a besoin de trouver une coopération, et puis on a besoin de démontrer que les démocraties peuvent donner des résultats. Justement, c'est ce que nous faisons avec la France. Ma toute dernière question, elle revient au football, hein, pardon, la Coupe du Monde. Vous avez une double culture, américaine et aussi française. En vrai, vous soutenez qui? Les États-Unis ou les Bleus? Je soutiens l'équipe des États-Unis, mais si l'équipe des États-Unis n'arrive pas à son but, et si la France y est toujours, allez les Bleus. Ah, très bien. Merci beaucoup, Antony Blinken, en tout cas, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour les 4V. Merci. Merci.